Mon nom c'est Omar Fawzi, je suis chercheur à l'ENS de Lyon, je suis donc à l'INRIA, et ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille sur l'informatique quantique. Donc mes travaux en particulier, c'est plus sur la correction d'erreurs quantiques, dont je vais un petit peu parler à la fin de cet exposé. Et donc l'objectif ici, ce que je vais essayer de faire pour cet exposé, c'est de donner un peu une vue d'ensemble de l'informatique quantique sans rentrer dans les détails. C'est ce que, si je me souviens bien, c'est ce que Ayman m'avait demandé. Donc, je vais essayer de minimiser beaucoup les maths. Donc, normalement, il n'y aura pas beaucoup de maths, il n'y aura pas beaucoup d'aspects techniques. Ok, très bien. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Vous voyez bien mon deuxième slide. Oui. Oui, c'est bon. Ok. Donc, on va parler d'ordinateurs quantiques. Donc, comme vous le savez probablement, l'objectif ici, c'est d'utiliser les propriétés fondamentales quantiques des particules quantiques pour faire un calcul qui est plus efficace. Donc, le point de départ ici, c'est que l'information, elle est encodée au fond dans un système qui est physique. Donc, dans les ordinateurs d'aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui, que je vais appeler classiques pour l'instant, en position quantique. Donc, ces ordinateurs, ils encodent l'information dans des systèmes qui sont physiques, avec deux états qui sont bien distincts. Donc, typiquement, c'est des propriétés qui sont soit électriques, soit magnétiques. Donc, soit c'est un fil qui a du courant ou pas de courant, ou une magnétisation dans plusieurs directions, etc. Mais ça peut aussi être des propriétés qui ne sont pas nécessairement électriques. Ça peut être une propriété mécanique, par exemple, où j'ai un interrupteur qui est soit à droite, soit à gauche. Donc, ici, j'ai même mis un exemple d'un ordinateur. C'est un ordinateur qui a été construit par des étudiants à l'ENS de Lyon. Et c'est un ordinateur qui est complètement mécanique. Donc, où l'information est encodée dans un système qui a deux niveaux, qui est soit à droite, soit à gauche. En fait, c'est un ordinateur en Lego. C'est il y a quelques années, c'est quelque chose d'intéressant. Bien sûr, c'est beaucoup moins efficace que les composants électriques, mais c'est possible. Donc, tout ça pour dire que la brique de base d'un ordinateur classique, pour encoder l'information, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler abstraitement le bit d'information. Et je vais complètement abstraire la méthode physique pour encoder cette information. Et je vais juste appeler ça un bit et je vais dire qu'il a deux états distincts et que je vais appeler 0 et 1. Ça, c'est l'ordinateur classique. Donc, l'idée de l'ordinateur quantique, c'est maintenant d'utiliser comme système physique de base, pas un système classique qui a deux états distincts, mais un système qui a des propriétés quantiques. Donc, comme vous le savez probablement, la théorie quantique ou la mécanique quantique, c'est une théorie physique qui gouverne les particules. Donc, c'est une théorie quantique, c'est une théorie physique qui a des propriétés un peu qui ne sont pas très intuitives. Donc, comme par exemple cette expérience du chat de Schrödinger, c'est les expériences connues en mécanique quantique. Et donc, les effets de la mécanique quantique sont, les effets caractéristiques de la mécanique quantique sont plus faciles à voir pour les petites particules. Donc, typiquement, si je veux décrire l'état d'un électron dans un atome, donc, par exemple, si j'ai un atome qui a un électron qui est soit sur la couche 0, soit sur la couche 1, donc si je veux décrire l'état de cet électron, la bonne manière de le faire, c'est donc avec un état quantique, et il peut être en superposition entre le niveau 0 et le niveau 1. Et voilà, donc ça c'est un exemple. Donc un électron qui est soit sur la couche 0, soit sur la couche 1, soit en superposition des deux. Mais il y a beaucoup de systèmes quantiques qui ont cette possibilité. Donc par exemple, la polarisation d'un photon. Donc un photon, c'est une particule de lumière. Et je peux avoir une polarisation qui est soit verticale, soit horizontale, mais je peux aussi avoir une superposition des deux. Et il y a d'autres propriétés, comme par exemple le spin d'un électron, etc. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails de la physique quantique ici. Ce qui est important, c'est que abstraitement,
je vais appeler cette brique de base d'un ordinateur quantique un qubit. Okay, donc un quantum bit ou un qubit. Okay, donc je ne vais pas, encore une fois, je vais pas essayer de rentrer dans les détails de mathématiquement comment on fait pour décrire un qubit, mais c'est quand même utile de voir que je peux représenter l'état d'un qubit comme un vecteur dans le plan. Donc, si je veux représenter un bit, j'ai uniquement deux possibilités. Donc mon bit, il est soit dans l'état 0, soit dans l'état 1. Je vais représenter l'état 0 comme une flèche horizontale et l'état 1 comme une flèche verticale. Maintenant, un qubit, je vais pouvoir décrire son état comme un vecteur, mais maintenant, ça sera un vecteur arbitraire. Ça ne sera pas uniquement horizontal ou vertical, mais ça peut être dans une direction arbitraire. Okay, donc ça, c'est cette idée de superposition. Okay, donc, avant de rentrer dans plus de détails sur qu'est-ce qu'un calcul quantique vraiment, je vais commencer par la motivation. Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui avec des ordinateurs quantiques? Qu'est-ce qu'on sait faire le plus efficacement? Donc, je vais commencer avec les exemples les plus connus. Donc, l'exemple probablement le plus connu que je suppose que beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est le problème de factorisation d'entiers. Ça, c'est un problème algorithmique. Donc, la question, c'est étant donné un entier, un très grand entier n, l'objectif, c'est de factoriser cet entier. Et donc, l'idée ici, c'est, supposons que j'ai deux entiers, P et Q, qui ont 100 chiffres chacun, par exemple. Donc, si je veux multiplier P fois Q, ça, c'est une opération facile que je peux faire, donc, en principe. Donc, si j'utilise l'algorithme de base qu'on apprend à l'école, donc je vais utiliser en gros 10 000 opérations pour faire cette multiplication. Donc, je vais obtenir le produit n en utilisant un nombre d'opérations qui est à peu près 10 000 opérations. Et maintenant, supposons que je veux faire l'opération inverse. Donc, étant donné n, je veux retrouver P et Q. Donc ça, c'est le problème qu'on appelle le problème de factorisation. Et ça, c'est un problème qui est difficile pour un ordinateur classique. Et les meilleurs algorithmes qu'on a à l'heure actuelle, ils utilisent un très grand nombre d'opérations. Ici, j'ai mis quelque chose de représentatif ici. Il ne faut pas prendre ce nombre comme quelque chose d'exact, mais c'est un ordre de grandeur. Donc, un ordinateur classique, s'il essaye de faire cette factorisation, il va utiliser un très grand nombre d'opérations, 10 puissance 50, donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout réaliser avec les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, même si on utilisait des milliers d'années. Voilà. Mais maintenant, ce que Shor a découvert en 1993, c'est qu'avec un ordinateur quantique, on pourrait faire cette opération de factorisation avec un nombre d'opérations qui est beaucoup plus petit. Donc un nombre d'opérations qui est en gros 1 million d'opérations. Et maintenant, c'est des opérations quantiques. Et donc, on voit ici qu'avec un ordinateur quantique, on peut factoriser presque aussi rapidement qu'on sait multiplier. Voilà, donc ça, c'était un des très gros résultats en informatique quantique. Et donc, le problème de factorisation peut apparaître comme un problème qui n'est pas nécessairement le problème le plus important ou avec le plus d'influence, disons, mais c'est un problème qui est énormément utilisé pour la sécurité informatique. Donc, comme vous le savez, donc pour la sécurité sur Internet, il y a des protocoles de cryptographie qui sont utilisés, et beaucoup de ces protocoles, même la plupart de ces protocoles, sont basés sur la difficulté de ce problème de factorisation. En particulier, c'est voilà. Donc, si on avait avec un ordinateur quantique, si on pouvait factoriser, on pourrait casser tous ces protocoles de sécurité informatique sur Internet. Donc, et n'hésitez pas à poser des questions pendant l'exposé. Conséquence importante de cet algorithme de factorisation de Shor, c'est pour la sécurité informatique.
OK, donc là, pour résumer le speed-up qu'on obtient ici avec les algorithmes quantiques, par rapport aux algorithmes classiques, c'est un speed-up qu'on peut qualifier de exponentiel. Qu'est-ce que je veux dire par exponentiel? Ça veut dire que l'algorithme classique, le meilleur algorithme classique qu'on a ici, a un temps d'exécution qui est exponentiel en la taille de l'entrée. Donc ici, l'entrée, c'est l'entier que je veux factoriser. Alors que l'algorithme quantique qu'on a, il prend un temps qui est polynomial. Voilà, donc ça, c'est un speed-up qui est exponentiel et c'est typiquement ce qu'on veut. On veut un gros speed-up pour les algorithmes quantiques par rapport aux meilleurs algorithmes classiques qu'on a. Et donc ça, c'est une classe d'application des ordinateurs quantiques. C'est les problèmes de factorisation d'entiers et les problèmes similaires comme le log discret. Un autre type de problème, donc maintenant c'est une classe qui est plus grande, c'est des problèmes qui proviennent de l'algèbre linéaire. Donc ça, c'est une classe qui est plus grande, mais le speed-up qu'on a est plus modeste. Donc là, je ne vais pas parler en détail de ces problèmes-là, mais en gros, ici, le problème, c'est que je veux résoudre un système linéaire rapidement, ou je veux par exemple calculer des vecteurs propres d'une certaine matrice. Donc pour ce type de problème-là, on a, en fonction du problème particulier, on a soit un speed-up qui est polynomial, donc où j'améliore la complexité de l'algorithme en un des paramètres du input, ou parfois on a un speed-up qui est exponentiel, mais il faut vraiment faire attention ici parce que les modèles sont différents. C'est pas, donc, par exemple, un des papiers les plus connus dans ce domaine, s'appelle HHL. C'est un algorithme pour la résolution d'un système linéaire qui est exponentiellement plus rapide que les algorithmes classiques, mais c'est dans un modèle qui est très différent. Donc, je ne peux pas vraiment comparer l'algorithme classique à l'algorithme quantique. Ils ne font pas la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième classe de problèmes. Donc, c'est les problèmes d'algèbre linéaire avec toutes les applications de l'algèbre linéaire en machine learning. Maintenant, je vais passer à une troisième classe de problèmes pour lesquels l'ordinateur quantique est utile. Il nous donne un speed-up. C'est pour la simulation de systèmes physiques. Donc, ça, c'est d'ailleurs, ça, c'était d'ailleurs une des premières idées. Donc, l'idée de l'ordinateur quantique, et les physiciens ont commencé à avoir l'idée d'ordinateur quantique dans les années 70-80. Donc, une des premières personnes qui a parlé d'ordinateur quantique, c'est le physicien connu Richard Feynman. Et sa motivation pour parler d'ordinateur quantique, c'est justement pour simuler des systèmes physiques quantiques. Et donc, il y a cette citation qui est très connue qui dit que if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical. So you'd better make the simulation quantum mechanical. Et donc, utiliser un ordinateur quantique pour simuler des systèmes qui ont des caractéristiques quantiques. Donc là, ici, je viens de voir une question, donc très brièvement, comment on passait de 10 puissance 50 à 1 million d'opérations. Ok, donc ça, il faudrait décrire l'algorithme de Shor. Ça, je ne pourrais pas le faire, mais donc, juste pour dire à quoi ça correspond, le 10 puissance 50. Le 10 puissance 50, c'est juste l'algorithme simple qui consiste à essayer tous les diviseurs. Donc, j'essaye. Donc, j'ai mon nombre qui a 100 chiffres. Je vais essayer tous les diviseurs. Donc, je vais essayer de le diviser par 2 d'abord. Donc, ça, on sait le faire efficacement. J'essaye, est-ce que 2 divise n? Et ça, on sait le faire rapidement. Si ça ne marche pas, j'essaye, est-ce que 3 divise n, etc. Et typiquement, il va falloir que je monte jusqu'à 10 puissance 50. Jusqu'à la racine de n, en gros. Parce qu'il faut qu'un des diviseurs soit en dessous de la racine de n. Et voilà, donc ça, c'est l'algorithme l'algorithme le plus simple pour la factorisation d'entiers classiquement. Donc ça, c'est un algorithme très simple. On a bien sûr des algorithmes beaucoup plus compliqués et un peu plus efficaces que ça. Et c'est tout un domaine de recherche. Mais ce n'est pas
beaucoup plus rapide que ça. Donc au lieu de 10 puissance 50, ça va peut-être être 10 puissance 30. L'algorithme quantique qui fait ça, donc voilà, c'est l'algorithme de Shor qui est donc c'est un algorithme qui, au lieu de tourner en temps le nombre de chiffres de n ou 10 puissance le nombre de chiffres de n, c'est un polynôme en le nombre de chiffres de n. Donc ici, le nombre de chiffres, c'est 100. Et l'algorithme de Shor est cubique. Donc, il utilise un nombre d'opérations qui est cubique en le nombre de chiffres de l'entier que j'ai en input. Et donc, le 1 million, là, il vient de 100 à la puissance 3. C'est juste ça, ok. C'est de là où vient le chiffre 1 million. Bien sûr, c'est une approximation, comme j'ai dit, c'est juste l'ordre de grandeur. Oui, mais bonjour, Saïd Assar, donc l'IMTBS. Je comprends un peu votre explication du point de vue mathématique, mais disons, du point de vue de la machine qui fait le calcul, étant donné qu'elle est différente, c'est cette différence, c'est quoi cette différence qui fait que le calcul se passe de cette manière-là et non pas de la manière algorithmique classique? Moi, personnellement, j'ai toujours pas compris c'est quoi cette propriété qui fait que le calcul quantique, que ce soit pour le polynôme ou pour tout autre, est beaucoup, beaucoup plus rapide que le calcul normal. C'est parce qu'il y a parallélisation des opérations ou parce que c'est des opérations d'une autre nature ou... Alors, ça, je pense que c'est une très bonne question, mais je pense que on ne comprend toujours pas pourquoi les ordinateurs. Donc, comme je vais l'expliquer un peu plus tard, donc on a certains problèmes pour lesquels on a des algorithmes efficaces quantiquement, certains d'autres pour lesquels on n'a pas d'algorithme plus efficace. Je dirais pas, enfin, je pense que c'est pas simple de dire juste que, en fait, l'ordinateur quantique, il parallélise tous les calculs et par cette parallélisation, on a un algorithme qui est plus rapide. Ça, c'est une simplification qui est souvent faite dans les articles, dans quelques articles de vulgarisation, mais c'est pas quelque chose qui est exact, disons. C'est pas simplement la parallélisation qui nous permet d'aller plus rapidement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour l'instant, ça reste un problème ouvert. Quels sont les problèmes algorithmiques pour lesquels on a un speed-up? Quels sont les autres problèmes algorithmiques pour lesquels on n'a pas de speed-up? Donc, ça reste un problème de recherche ouvert. C'est quelque chose qui a été étudié pour beaucoup de problèmes spécifiques, mais je pense qu'avoir une théorie générale de d'où est-ce que provient le speed-up quantique, ça reste toujours un problème ouvert. Mais peut-être ça deviendra un petit peu plus clair avec les exposés. On pourra rediscuter de ce point-là un peu plus tard dans l'exposé. Ok, donc je continue ici sur ces problèmes de simulation de systèmes physiques. Donc là, ça, c'est quelque chose d'assez naturel de penser qu'un ordinateur quantique pourra mieux simuler les systèmes qui sont eux-mêmes quantiques. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour faire avancer par exemple, la chimie de certains matériaux. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un exemple d'une molécule qui est compliquée, qui intervient dans une certaine réaction chimique, la fixation biologique de l'azote. Et cette molécule, elle a des propriétés qui sont quantiques, qui fait qu'on ne sait pas simuler ce type de réaction sur des ordinateurs classiques. Donc, on ne connaît pas quelles sont les propriétés chimiques de cette molécule. Et si on avait un ordinateur quantique, on pourrait obtenir ces propriétés et donc comprendre comment ces réactions fonctionnent et optimiser les procédés, par exemple. Ok, donc ça, c'est une troisième classe de problèmes algorithmiques pour lesquels l'ordinateur quantique pourrait être, on sait que serait utile. Voilà, donc une dernière motivation dont je ne vais pas tellement parler dans le reste, ça c'est pas tellement pour le calcul efficace, mais c'est une motivation pour la communication sécurisée. Donc il y a un protocole connu de distribution de clés quantiques qui a été découvert par Bennett Brassard en 1984. Et ça, c'est un protocole qui permet, à travers la communication entre
les deux parties qui veulent communiquer de manière confidentielle, donc on appelle traditionnellement Alice et Bob. C'est un protocole qui permet, en communiquant des bits quantiques, donc des qubits entre eux, Alice et Bob, peuvent générer une clé qui est secrète, et cette confidentialité est garantie par les lois de la mécanique quantique. Okay, donc, ce n'est pas basé sur la difficulté, la difficulté algorithmique de certains problèmes, comme c'est le cas de ce qui est utilisé en crypto classique. Quelque chose que je peux mentionner ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'un ordinateur quantique complet pour ce protocole de distribution de clés. On a besoin, en quelque sorte, de petits composants quantiques. Okay, c'est beaucoup plus simple à faire qu'un gros ordinateur quantique. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est déjà commercialisé. Donc, une des entreprises les plus connues dedans, qui fait ça, c'est ID Quantique, c'est une entreprise suisse. Donc, vous pouvez déjà acheter votre dispositif de distribution de clés quantiques. Et ils font aussi des générateurs de nombres aléatoires. Et l'avantage de ces dispositifs-là, c'est qu'ils génèrent des nombres qui sont vraiment aléatoires, pas pseudo-aléatoires. Et l'aléa peut même être, dans certaines conditions, certifié par les lois de la mécanique quantique. Voilà, donc voilà, c'est quelques motivations de l'utilisation des propriétés quantiques pour le traitement de l'information. Donc, un petit slide pour dire où est-ce qu'on en est en termes de construction d'ordinateurs quantiques pour l'instant. Comme vous le savez, on n'a pas de gros ordinateurs quantiques pour l'instant. Et une des grosses difficultés pour faire ça, c'est le fait que donc la difficulté de construire un vrai ordinateur quantique, c'est que en même temps, j'ai besoin que mes qubits physiques, j'ai besoin qu'ils n'interagissent pas trop avec l'environnement, parce que le fait d'interagir avec l'environnement affecte ces qubits et fait en sorte que les qubits perdent leurs propriétés quantiques. Donc ça devient des bits classiques en quelque sorte. Donc j'ai besoin de bien isoler mes qubits de l'environnement. Et en même temps, s'ils sont complètement isolés et j'arrive pas du tout à contrôler ces qubits, ça ne sert à rien. C'est comme si j'avais un interrupteur, par exemple, que je veux utiliser pour un calcul, mais je ne peux pas toucher l'interrupteur. Je ne pourrais pas faire le calcul dans ce cas-là. Donc les qubits que j'ai besoin de pouvoir les contrôler. Et donc c'est cette tension entre stabilité et contrôlabilité qui fait que c'est très difficile de construire des ordinateurs quantiques. Il y a vraiment beaucoup de différentes technologies au niveau physique pour construire ces ordinateurs quantiques. Donc, en particulier, une des technologies qui est le plus disons, en tête pour l'instant, c'est ce qu'on appelle les circuits supraconducteurs. Donc, c'est ce qui est utilisé par Google, par IBM, Amazon aussi. Et c'est aussi, donc ici j'ai mis une photo de collègues physiciens à l'ENS de Lyon qui utilisent aussi cette technologie de circuits supraconducteurs. Voilà, donc ici je voulais mentionner ici cette expérience de suprématie quantique de Google il y a à peu près 2 ans. Ça. Donc, il y a à peu près 2 ans, Google a construit un ordinateur quantique avec 53 qubits. Donc, avec cet ordinateur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont fait une expérience qui est appelée dans le milieu l'expérience de suprématie quantique. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par suprématie quantique? Donc, ça veut dire que ce qu'ils ont fait avec cet ordinateur quantique, c'est qu'ils ont défini un problème. Donc, c'est un problème très artificiel, mais c'est un problème algorithmique très artificiel qu'ils ont défini. Et ils ont résolu ce problème artificiel sur leur machine, donc en utilisant leur machine quantique qui a 53 qubits. Okay, et ils ont estimé que, avec des ordinateurs qui sont classiques, on aurait besoin de quelques milliers d'années pour résoudre ce même problème. Okay. Encore une fois, ces choses-là, en général, c'est des estimations. Ce n'est pas possible de prouver ces choses-là de manière complètement rigoureuse, mais c'était une estimation.
Et donc, c'est pour ça que c'était un peu un résultat important dans ce domaine-là, où on a un problème algorithmique qu'on sait résoudre avec un ordinateur quantique qu'on a maintenant, mais avec tous les ordinateurs classiques actuels, c'est un problème qu'on ne sait pas résoudre. Voilà, donc ça, c'est l'expérience de 2019, quelque chose d'important. Donc, comme vous le savez aussi probablement, il y a toutes les grandes entreprises du numérique ont des activités de recherche dans ce domaine. Donc, IBM, ils ont aussi annoncé récemment un ordinateur avec plus d'une centaine de qubits. Microsoft aussi, beaucoup d'efforts dans cette direction. Il y a aussi beaucoup de startups. Ici, j'ai mis juste un exemple, c'est la startup qui s'appelle Alice et Bob, qui a été fondée par un des doctorants de mon collègue ici, Benjamin Huard, au labo de physique de la NSW. Voilà. OK. Donc, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de rentrer un peu plus dans les détails de qu'est-ce que c'est qu'un calcul quantique et essayer de vous donner un petit peu une idée de d'où est-ce que provient cet avantage quantique. Okay, bien sûr, je ne peux que rester à un très haut niveau, mais je vais essayer de donner l'idée. OK, donc je vais commencer pour ça par qu'est-ce qu'un calcul classique. Donc ici, pour cet exposé, je vais prendre un modèle de calcul par des circuits classiques. Donc un circuit classique, c'est juste un circuit au sens usuel avec des portes, par exemple des portes E, portes OU, portes NOT. Et voilà, donc ici, par exemple, un exemple de circuit. Voilà, donc il y a 3 bits en entrée. Donc, par exemple, je peux mettre le premier bit à 0, le deuxième à 1, le troisième à 1. Si j'applique un et entre les deux premières portes, 0 et 1, j'obtiens en sortie 0. Ensuite, j'applique un ou entre 0 et 1, j'obtiens 1. Voilà un exemple simple de circuit classique. Alors maintenant, un circuit quantique, c'est quelque chose de similaire, sauf que maintenant, les portes, au lieu d'être des portes classiques comme et ou, c'est des portes qui sont quantiques. Okay, je ne vais pas essayer d'expliquer, de rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est mathématiquement une porte quantique. Pour ceux qui connaissent, une porte quantique, ça sera une matrice unitaire sur 1 ou 2 qubits. Okay, mais bon, c'est pas très grave pour cet exposé. Donc ici, j'ai juste mis un exemple d'un circuit sur 3 qubits. Okay, et j'ai décomposé. Donc ça, c'est des portes, le plus avec un contrôle, plus avec un contrôle. Donc c'est un circuit qui a plusieurs étapes. Donc à l'étape t égale 0, l'état de mon circuit, c'est un certain état quantique. Ensuite, après avoir appliqué la porte plus, j'ai un autre état quantique, etc. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment on décrit l'état du circuit à un moment donné. Donc en général, ici, vu que j'ai un circuit avec 3 qubits, l'état de mon circuit, ça sera un vecteur arbitraire en dimension 8. Okay, donc, vous vous souvenez, après mon premier slide, j'avais qu'un qubit, en général, c'est un vecteur en dimension 2, okay, parce que j'ai 2 possibilités, classiquement 0 et 1. Mais là, j'ai 3 qubits. Donc, j'ai 3 qubits, et donc j'ai 8 possibilités, okay, en termes de... j'ai 2 puissance 3 possibilités, donc 8 possibilités. Et donc, maintenant, l'état quantique, ça sera un vecteur en dimension 8, en dimension 2. Okay, et donc, là, j'ai écrit ce vecteur-là. C'est un vecteur avec des coefficients. Donc, devant chaque bit string de longueur 3, soit 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc., je mets un coefficient. Okay, je vais appeler ici alpha 0, 0, alpha 0, 0, 1, etc. Et en général, ces coefficients, c'est des coefficients qui sont complexes. J'ai noté alpha IJK. Si vous voulez un peu une interprétation de ces coefficients, l'idée de ces coefficients, c'est que si j'observe ce qubit, si j'essaye d'observer
ce système de 3 qubits, je vais obtenir, donc par exemple, je vais obtenir 0, 0, 0 avec probabilité la valeur absolue de alpha 0, 0, 0 au carré. Et donc, je peux interpréter le carré de ces amplitudes comme des probabilités. Et donc en particulier, ça m'impose une condition de normalisation, le fait que la somme des valeurs absolues des alpha carrés est égale à 1. De normalisation. Donc ok, la manière de décrire l'état de mon circuit, c'est par ce vecteur en dimension 8. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que chaque porte va agir sur les qubits correspondants. Donc, ici, je vais juste vous montrer l'exemple de cette première porte. Donc, cette première porte que j'ai notée par plus ici, c'est juste la porte note. Donc, ça transforme 0 en 1 et 1 en 0. Donc, cette porte note, elle va transformer mon état au temps t égale 0 en un autre état au temps t égale 1. Et comment je calcule le nouvel état ici? Je vais faire la chose suivante. Je vais prendre chaque élément de mon vecteur ici. Donc, je vais prendre 0, 0, 0 et je vais changer le 0 en un 1. Je vais appliquer le note à chaque composante de mon vecteur. Okay? Et ensuite, par linéaire, et j'applique ça à chaque composante. Donc le 0, 0, 0 devient 1, 0, 0, avec le même coefficient devant, alpha 0, 0. Okay? Ensuite, le 0, 0, 1 devient 1, 0, 0, etc. Okay? Donc ça c'est la manière de mettre à jour l'état au temps t égale 1. Au temps t égale 1, voilà, j'ai mon nouvel état. Donc si j'avais l'état au temps t égale 0, qui est donné par ces coefficients alpha, l'état au temps t égale 1, il est donné par ce vecteur qui est différent du vecteur initial en général, donné par ce deuxième vecteur. Et ainsi de suite. Donc, pour cette deuxième porte, cette porte c'est un contrôle note, elle va agir d'une manière différente et elle va mettre à jour mon vecteur qui décrit mon état. Voilà, et je fais ça jusqu'à la fin de mon circuit, juste ici, à la fin de mon circuit. Et ensuite, en général, on fait une mesure, et donc je vais obtenir 3 bits avec des probabilités qui sont données par ces nombres-là pris au carré. Voilà l'idée de ce qu'est un calcul quantique, c'est je commence avec un état, j'applique des portes à 1 qubit ou 2 qubits, je mets à jour mon état et à la fin je fais une mesure, j'obtiens une distribution de probabilité sur les n bits et voilà mon calcul. C'est ça le résultat de mon calcul. OK. OK. Et là, je pense que j'espère qu'avec cette explication, on commence à voir pourquoi c'est difficile de simuler un calcul quantique avec un ordinateur classique. Donc, si je reviens à mon circuit classique ici, c'est facile de suivre l'état du circuit pas à pas. Au départ, si je commence par 0, 1, 1, je sais qu'à l'instant t égale 1, j'ai mes deux fils qui sont dans l'état 0 et 1, etc. Ensuite, si j'applique où à l'instant 3, j'ai mon fil qui est dans l'état 1. Donc, je peux suivre l'état du circuit pas à pas de manière très simple. Okay. Maintenant, on voit que dans le cas quantique, déjà même pour ce cas n égale 3, ça a pris pas mal d'espace de d'écrire le vecteur d'état. Vous imaginez maintenant, si j'ai n qubits, il va falloir que je décrive un vecteur en dimension 2 puissance n. Et donc, il va falloir que simplement pour pouvoir suivre ce qu'est en train de faire le circuit, je vais être obligé d'avoir 2 puissance n coefficients complexes que je vais devoir stocker. Donc,
Donc déjà, si n commence à être grand, donc n égale 30 ou 40, ça devient plus du tout faisable. Okay. Donc c'est ça que je résume ici, c'est que simuler un calcul quantique avec un ordinateur classique, ça va en général prendre un temps qui est exponentiel. Okay. Ça va même prendre une mémoire qui est exponentielle, donc en particulier aussi un temps qui est exponentiel. Et donc, en général, ce n'est pas efficace. Et donc, si vous voulez, un peu par contraposé, donc si ça c'est vrai en général, ça veut dire qu'il existe des calculs quantiques qui sont exponentiellement plus rapides que les algorithmes classiques qui sont connus. Sinon, enfin, si ce n'était pas le cas, ça veut dire que je pourrais simuler n'importe quel calcul quantique de manière efficace par un ordinateur classique. Okay, donc c'est ça, c'est important. Donc voilà, que décrire un état de n qubits, en général, c'est très coûteux. Il faut garder 2 puissance n coefficients. Donc ici, il y a un warning que je voulais parler, c'est que un speed-up quantique ne s'applique pas à tous les problèmes algorithmiques. Donc c'est pas tous les algorithmes quantiques qui sont plus rapides que tous les algorithmes classiques. C'est juste qu'il existe des calculs quantiques qui sont exponentiellement plus rapides que les algorithmes classiques connus. Ce n'est pas pour tout calcul quantique qui sont exponentiellement plus rapides que les algorithmes classiques. Donc, il faut voir que l'ordinateur quantique, ce n'est pas une boîte noire qui rend exponentiellement plus rapide les calculs. Je ne peux pas mettre mon algorithme classique dans ma boîte noire quantique et ça va rendre le calcul plus rapide. C'est vraiment, pour certains problèmes, on a un speed-up qui est exponentiel, donc typiquement le problème de factorisation que j'ai mentionné, le problème de Google, donc il y a un problème qui s'appelle Random Circuit Sampling, les problèmes de simulation quantique pour lesquels on a ces speed-up. Il y a d'autres problèmes différents pour lesquels on a un speed-up qui est plus petit, hein, par exemple un speed-up polynomial. Donc le problème typique ici, c'est le problème de recherche dans une liste qui n'est pas structurée. Donc ça, c'est ce qui est appelé le Grover Search, typiquement. Donc là, on a un speed-up qui est quadratique. Donc si j'avais un algorithme, par exemple, en n carré, classiquement, j'obtiens un algorithme qui est en n avec un ordinateur quantique. Et donc, mais ça, le problème de recherche générale, ça, c'est assez généralement applicable et je peux l'appliquer à des problèmes, différents types de problèmes de graphes, etc. Mais il y a aussi d'autres problèmes pour lesquels on n'a aucun speed-up avec des ordinateurs quantiques. C'est pas nécessaire qu'il y ait un speed-up. Mais juste, donc l'idée que je voulais émettre ici, c'est le fait que c'est vraiment particulier à un problème. Donc, il faut regarder les particularités du problème algorithmique qu'on veut résoudre et il faut essayer d'utiliser les superpositions quantiques pour ce problème particulier. Voilà, donc maintenant, bien sûr, maintenant, il y a des techniques assez générales. Donc, par exemple, le Grover Search que j'ai mentionné ici, c'est une technique très générale que je peux appliquer comme boîte noire dans un algorithme qui me permet d'avoir un speed-up quadratique pour ce problème de recherche. Donc ça, je peux l'utiliser effectivement en boîte noire. Mais c'est juste, je ne peux pas juste dire, je prends l'algorithme, je vais prendre un problème de, je sais pas, traveling salesman problem, le problème de voyageur de commerce, et je vais faire tourner l'algorithme, je vais faire tourner la machine quantique et ça va être beaucoup plus rapide. Non, il faut vraiment regarder les particularités de ce problème-là et l'étudier et voir exactement où est-ce que dans ce problème-là, je peux utiliser les propriétés quantiques pour rendre le calcul plus rapide. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur la partie calcul quantique. Donc je vais finir en parlant de correction d'erreurs.
Donc, j'espère que j'ai donné une idée de ce qu'est un calcul quantique. Donc maintenant, je vais revenir à la construction d'un ordinateur quantique. Et la raison principale pour laquelle c'est difficile de construire un ordinateur quantique, c'est le fait que quand on construit des systèmes quantiques, on a nécessairement du bruit. On a toujours du bruit. Donc ce bruit il provient de plein de sources différentes, mais typiquement, une des sources importantes, c'est l'interaction avec l'environnement. Comme j'ai dit il y a quelques slides, l'interaction avec l'environnement, elle, elle rajoute du bruit à mon ordinateur quantique. Et donc, bien sûr, ce qu'il faut réaliser ici, c'est que si j'ai une erreur dans mon circuit quantique, c'est même le cas pour les circuits classiques, si j'ai une erreur quelque part dans mon circuit, alors le résultat de mon circuit peut être complètement faux. Donc, même une seule erreur sur un seul qubit peut changer complètement l'output de mon calcul. Et donc, je ne peux pas utiliser mon circuit tel quel si j'ai du bruit. Il faut que je l'adapte à mon modèle de bruit. Et c'est là que se pose la question de comment utiliser des composants qui sont imparfaits pour faire un calcul qui est fiable. Ça, c'est une question très importante. Vu que les composants, les composants quantiques, ils seront de toute façon imparfaits, ça sera vraiment impossible de faire des composants qui ont zéro erreur. Donc les composants, ils seront imparfaits, mais je veux quand même faire un calcul fiable avec des composants qui ne sont pas parfaits. Et donc, voilà, ça, c'est une question qui est très importante, mais c'est une question sur laquelle il y a eu beaucoup d'études en informatique quantique. Mais on sait maintenant qu'il y a un théorème, le théorème de calcul quantique tolérant aux fautes, on peut appeler Quantum Fault Tolerance Theorem, ou Quantum Threshold Theorem, des fois. Il nous dit que c'est possible. C'est possible de faire un calcul fiable tout en ayant des composants qui sont imparfaits. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Il nous dit qu'il existe une transformation, c'est une transformation générique, qui prend en entrée un circuit quantique C. Donc, je prends en entrée n'importe quel circuit quantique C arbitraire. Donc ça, c'est le circuit idéal que je voudrais faire tourner. Et ça le transforme en un circuit C'. Donc l'avantage de ce circuit C', c'est que C' est tolérant aux fautes. Et donc C', il donne le même résultat que C, et en plus, il est tolérant aux fautes. Donc ça veut dire que même s'il y a des erreurs à certains endroits, ça ne va pas trop affecter l'output de mon circuit. Et ça, donc, voilà, donc ça c'est un théorème très important. Enfin, si on n'avait pas ce théorème, ce serait difficile de croire qu'on pourrait avoir des utilisations utiles de l'ordinateur quantique. Mais ce théorème existe. Donc, il existe une manière de rendre un circuit tolérant aux fautes. Donc, bien sûr, le truc, c'est qu'en général, ce circuit C', il sera beaucoup plus gros que le circuit C. Et donc, par exemple, ici, si je commence avec ce circuit-là, qui a 4 qubits, le circuit C', il va avoir beaucoup plus de qubits, par exemple 40 qubits. Donc, faire tourner C', ça va être beaucoup plus coûteux que de faire tourner C. Ok, très bien. Donc là, je voulais juste vous donner une petite illustration simple de la nécessité, le fait que c'est important de corriger les erreurs de manière régulière. C'est une illustration un peu simpliste. Imaginons que je veux aller de Luxor, ici, jusqu'à l'oasis de Siwa. Donc ça, c'est la trajectoire qui est idéale, si vous voulez. C'est mon circuit idéal, si vous voulez. Donc, la trajectoire idéale qui est sans erreur. Maintenant, si je fais des erreurs, si je fais régulièrement des erreurs, j'aurai cette trajectoire-là. Donc, imaginons, je marche un petit peu tous les jours, et à chaque fois, je fais une erreur. Le truc, c'est que si je ne corrige pas les erreurs de manière régulière, les erreurs vont avoir tendance à s'accumuler. Donc ici,
les erreurs commencent à s'accumuler, s'accumuler. À la fin, je vais me retrouver très loin de mon objectif. Okay. Et l'idée de ces mécanismes de correction d'erreurs et de tolérance aux fautes, c'est après chaque étape, de corriger les erreurs que j'ai faites. Donc, après ma première étape, j'essaye de corriger mes erreurs. Okay. Donc, je fais une première étape, je corrige les erreurs, je continue, je corrige les erreurs, je continue, je corrige les erreurs, etc. De telle sorte à ce que je m'éloigne jamais trop de ma trajectoire idéale. C'est vraiment ça qu'on fait pour la tolérance aux fautes pour les circuits quantiques, c'est exactement ça. J'essaye de corriger, après chaque étape de calcul, j'essaye de corriger mon calcul. Okay, donc ça c'est de manière un peu simpliste l'idée de ce qu'on fait. Je vais essayer de donner un peu plus de détails techniques, mais pas vraiment plus. Donc l'idée ici, c'est ok, il faut bien sûr que je rajoute de la redondance. Donc, on sent bien que ce qu'on veut faire pour corriger les erreurs, c'est rajouter de la redondance ou répéter l'information. Donc, c'est ce qu'on appelle utiliser un code correcteur d'erreur, en termes techniques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, ou un exemple de code correcteur d'erreur, l'exemple peut-être le plus simple, c'est le code qu'on appelle le code de répétition, qui est de dire je vais répéter simplement mon bit. Donc si j'ai 0, je le répète par exemple 3 fois, 0, 0, 0. Et si j'ai 1, je le répète 3 fois aussi, 1, 1, 1. Ok, donc pourquoi je répète l'information plusieurs fois? L'idée, c'est bien sûr que si j'ai l'information répétée 3 fois, si j'ai une erreur sur un de ces bits-là, je vais pouvoir la corriger facilement. Par exemple, si j'ai 1, 0, 0, il suffit de regarder quelle est la majorité des bits et ça va me donner le bit qui est initial. Si j'ai 1, 0, 0, ça correspond vraiment à un bit 0. Okay. Si j'ai 1, 0, 1, ça correspond à un bit 1. Donc, c'est une manière qui me permet de corriger une erreur sur un des bits. Okay. Donc, ça, c'est simplement pour stocker l'information. Si je veux stocker l'information de manière redondante pour pouvoir corriger les erreurs. Maintenant, si je veux, dans mon calcul, imaginez-vous qu'un calcul, c'est un circuit avec des portes. Donc, je vais me restreindre à la classique ici. J'ai un calcul avec des portes et ou. L'idée, c'est au lieu d'avoir mes 3 fils ici, donc pour chacun de ces fils-là, je vais le remplacer par 3 fils. Okay, donc ici, mon fil, je remplace par 3 fils distincts. Ici, même chose. Et pour le troisième, même chose. Et ces 3 fils-là, l'idée, c'est qu'ils vont contenir la version. Donc, ici j'avais 0, ici, je vais mettre 3 copies de 0. Si j'avais 1, je vais mettre 3 copies de 1, etc. Et ensuite, je vais appliquer un « et » entre toutes ces portes-là, donc en particulier ici entre le premier fil, ici, le premier fil ici et le premier fil ici. Et le deuxième fil ici, le deuxième fil ici, etc. J'applique mon « et » et ensuite, j'obtiens ma sortie. Okay, donc, je vais faire ça pour toutes les portes de mon circuit. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est après chaque étape de calcul, donc ici c'est l'étape 0, et ici c'est l'étape 1, il faut que je rajoute une étape de correction d'erreur. Donc par exemple, ici cette étape de correction d'erreur, ce qu'elle va faire, c'est que si ces 3 bits sont différents, donc si par exemple j'ai 0, 0, 1, cette étape de correction d'erreur, elle va remplacer le 0, 0, 1 en 0, 0, 0, okay, pour que les erreurs ne s'accumulent pas. Et ici, même chose pour ces blocs que j'ai indiqués en marron ici, c'est des blocs de correction d'erreur. Okay, ensuite, aussi après n'importe où, je refais une étape de correction d'erreur. Et après chacune de mes étapes, des étapes de mon calcul, je vais corriger mes erreurs pour que les erreurs ne s'accumulent pas. Et donc ça, c'est dans le cas classique, comme on fait pour faire en sorte que les erreurs ne s'accumulent pas. Dans le monde quantique,
c'est beaucoup plus compliqué. Les codes correcteurs quantiques, c'est pas mal plus compliqué, mais j'essaye de vous donner l'idée générale ici. C'est que dans le monde quantique, c'est comme si on avait deux types d'erreurs. Donc, il y a les erreurs qu'on appelle bit flip, et ça, c'est comme les erreurs classiques. C'est le bit 0 qui devient 1. Donc ça, c'est un bit flip, le bit qui flippe entre 0 et 1. Donc ça, c'est un type d'erreur au niveau quantique qu'il faut pouvoir corriger. Mais dans le monde quantique, il y a un autre type d'erreur qu'il faut pouvoir corriger aussi. C'est ce qu'on appelle les erreurs phase flip. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire une erreur phase flip? Ça veut dire que le qubit 0 devient le qubit moins 0. J'ai un signe moins qui se rajoute. Donc, si vous vous souvenez, quand j'avais mes coefficients alpha, donc une erreur, une phase flip transforme le alpha en moins alpha. Donc ça, c'est une erreur qu'il va falloir corriger. Mais en gros, l'idée, c'est que si j'arrive à corriger ces deux types d'erreurs, le bit flip et le phase flip, je peux corriger toutes les erreurs. Toutes les erreurs, bien sûr, sur ce qubit-là. Donc voilà l'idée. Donc, si je veux un peu simplifier, dans le monde quantique, au lieu d'avoir un type d'erreur, j'ai deux types d'erreurs, qui sont les bit flip et les phase flip. Donc, ça va en général coûter plus cher de pouvoir corriger ces erreurs. Mais on peut toujours le faire. Les codes correcteurs quantiques existent. On a des bons codes correcteurs quantiques. Et c'est ce qu'on va utiliser pour ce théorème de tolérance aux fautes. Dans ce théorème de calcul quantique tolérant aux fautes, on utilise des codes correcteurs quantiques. Voilà. Donc j'arrive au bout là, je vais juste conclure. Donc les points importants que j'ai voulu décrire dans mon exposé. Donc le premier point, c'est un point général sur l'informatique quantique, c'est l'idée d'exploiter la possibilité de superposition pour traiter l'information de manière plus efficace. Et j'ai mentionné plusieurs types d'applications. L'autre point, c'est que le calcul quantique est particulièrement adapté pour certains types de problèmes algorithmiques, donc en particulier pour la simulation de problèmes, la simulation de systèmes quantiques. Ça, c'est pas trop surprenant que le calcul quantique soit utile pour ça, vu qu'on simule quelque chose qui est de la même nature, mais quelque chose qui est beaucoup plus surprenant, et c'est pour ça que ça a fait ça a été un très gros résultat, c'est par exemple pour le problème de factorisation qui a priori rien à voir avec le quantique, avec la physique quantique, mais pour lequel Shor a trouvé un algorithme très très astucieux pour pouvoir factoriser. Donc un peu plus généralement, cet algorithme-là peut se voir comme un algorithme pour trouver la période d'une certaine fonction. Okay, donc le calcul quantique est en général adapté pour ce type de problème-là, le type de problème où on veut trouver la période d'une certaine fonction. Donc pour le problème de factorisation ou certains problèmes similaires, on sait faire ça de manière beaucoup plus efficace que classiquement. Okay, donc l'autre point que j'ai mentionné, c'est que l'ordinateur quantique n'est pas nécessairement utile pour tous les problèmes. Donc, il faut vraiment réfléchir aux particularités du type de problème qu'on regarde et voir quelles propriétés quantiques on peut utiliser pour ce problème-là. Et j'ai discuté un petit peu de la difficulté une des difficultés principales pour un ordinateur quantique, qui est de garder les erreurs en dessous d'un certain seuil. Et je vous ai essayé de donner quelques idées de comment on fait pour garder ces erreurs en dessous d'un certain seuil, en rajoutant des étapes de correction d'erreurs régulièrement dans notre calcul. Ok, très bien, je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Merci Omar pour cette présentation très riche et enrichissante.